L'Éthiopie est l'un des plus vieux États d'Afrique, le seul sur ce continent à n'avoir quasiment jamais été colonisé. Ce pays est aujourd'hui une puissance régionale dans l'est de l'Afrique, devenue une zone particulièrement instable. Alors essayons aujourd'hui de comprendre pourquoi. L'Éthiopie est située dans la corne de l'Afrique avec l'Érythrée et Djibouti pour voisins au nord-est, la Somalie au sud-est, le Kenya au sud-ouest et le Soudan à l'ouest. Cette expression de corne de l'Afrique vient de cette ressemblance avec une corne de rhinocéros qui s'enfoncerait dans l'océan Indien en face de la péninsule arabique. L'Éthiopie se distingue ainsi de l'Afrique subsaharienne par une histoire assez liée au Moyen-Orient. Par exemple, vers le premier millénaire avant notre ère, les populations arabes du royaume de Saba au Yémen ont traversé la mer Rouge et se sont mêlées aux populations des hauts plateaux éthiopiens. C'est ce métissage qui a donné naissance à la population éthiopienne d'aujourd'hui. La tradition éthiopienne raconte aussi que le fondateur de la dynastie royale, Ménélik Ier, serait le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, et le dernier empereur de cette dynastie, Haïlé Sélassié, a été assassiné à la fin du XXe siècle, en 1974, par Mengistu, qui prend alors le pouvoir. Faisons connaissance avec le pays. D'abord, l'Éthiopie est l'un des plus vieux foyers de peuplement au monde. C'est dans la vallée de l'Awash que les archéologues ont trouvé Lucie en 1974, cette jeune australopithèque ayant vécu il y a environ 3 millions d'années. Le pays fait 1 133 000 km². En grec, Éthiops, cela veut dire visage brûlé, désignant ainsi les populations noires qui vivaient au sud de l'Égypte. La capitale du pays, c'est Addis Abeba, située à 2500 mètres d'altitude, au cœur des hauts plateaux, qui donne à la région un climat assez frais et des pluies d'été. Donc cela favorise le maintien des populations, puisqu'il n'y a pas de paludisme, et cela favorise aussi l'agriculture. Là poussent l'orge, le blé, le sorgho, le millet, le maïs. Plus au sud, on cultive l'Ansete, c'est-à-dire le bananier d'Abyssinie, mais surtout on cultive le café. L'Éthiopie est le premier exportateur de café d'Afrique, le 6e au monde, et le café représente plus de 40% des exportations du pays. À ces hautes terres agricoles s'opposent des grands espaces semi-désertiques à l'est et au sud, où les Éthiopiens pratiquent l'élevage pastoral. Il y a 75 millions d'habitants, et ce pays est d'une grande diversité ethnique, linguistique et religieuse. Donc faisons un petit peu d'ethnologie. D'abord, c'est sur ces hauts plateaux que vivent les peuples sémitiques fondateurs de la dynastie éthiopienne, les Amhara et les Tigréens. Leur langue, l'amharique, est toujours la langue véhiculaire du pays. Elle utilise cette écriture que vous voyez là, qui est dérivée du ge'ez, la langue liturgique de l'Éthiopie. Ils forment 32% des habitants du pays et ils sont agriculteurs sédentaires. 40% des Éthiopiens sont des Oromos. De langue couchitique, ils sont agriculteurs ou éleveurs. À l'est du pays, on trouve les Somalis et les Afars, également de langue couchitique, éleveurs de chameaux. Au sud vivent de nombreux peuples, les Sidamo, les Gourages, ainsi que plusieurs peuples de langue omotique, soit près de 4 millions de locuteurs. Enfin, dans l'ouest vivent des peuples de langue nilo-saharienne, apparentés aux populations vivant au Soudan, comme les Nuer, les Anouaks ou les Berta. On a donc une très grande diversité ethno-linguistique, et il en est de même pour les religions. Près de la moitié de la population éthiopienne est chrétienne. Ce christianisme venu d'Égypte au IVe siècle prédomine dans le nord du pays. L'Église éthiopienne, aujourd'hui autonome, qui est proche des rites orthodoxes, est de plus en plus concurrencée par les églises évangéliques et pentecôtistes, qui compterait environ 10% de fidèles maintenant. L'islam est pratiqué par environ 40% de la population, principalement dans les régions isolées du sud et les régions de l'est. Et enfin, quelques 10% des Éthiopiens sont animistes dans le sud du pays. Et dans la province de Gondar, il y avait une communauté d'environ 30 000 juifs, les Falachas. Israël a organisé en 1984 un véritable pont aérien pour les faire venir en Israël. Et les Falachas seraient aujourd'hui environ 5 000 vivant toujours en Éthiopie. Alors, vous le voyez, l'Éthiopie est un pays complexe, son unité est fragile,
Et après la chute du dictateur Mengistu Haile en 1994, l'Éthiopie est devenue une fédération dont les États ont acquis, en tout cas sur le papier, une grande autonomie, avec chacun une assemblée et une administration propres. Or, le durcissement politique du régime depuis 2000 et l'instabilité régionale continuent de fragiliser ce pays, et c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Après 30 ans de lutte armée contre Addis Abeba, l'ancienne province de l'Érythrée est devenue indépendante en 1993. Cette indépendance est reconnue par l'Éthiopie, et pourtant les deux pays entrent à nouveau en guerre en 1998 pour le tracé de leurs frontières communes, notamment pour la ville de Badmé. En 2002, une commission internationale d'arbitrage donne raison à l'Érythrée et place Badmé en territoire érythréen. Or, Addis Abeba refuse ce tracé et empêche depuis toute fixation définitive de la frontière. Car en fait, derrière ce contentieux se cache pour l'Éthiopie l'amertume d'avoir perdu son seul accès à la mer. Maintenant, si on passe à l'échelle régionale, on va voir que la rivalité entre ces deux États va s'exporter au voisinage, et ce d'autant plus facilement que la Somalie voisine a éclaté depuis 1991. La situation en Somalie est très complexe et instable depuis, mais retenons surtout que l'Éthiopie décide de soutenir un gouvernement de transition somalien formé en 2004 et qu'en décembre 2006, l'Éthiopie va envoyer ses propres troupes en Somalie pour chasser de Mogadiscio les tribunaux islamiques, un mouvement religieux rigoriste qui y prenait le pouvoir. Alors comment expliquer cette intervention militaire directe de l'Éthiopie? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a une vieille perception éthiopienne d'une Somalie hostile. Je vous rappelle que la Somalie avait envahi le pays en 1977 pour récupérer la région d'Ogaden, peuplée de Somalie. Ensuite, l'Éthiopie redoute la contagion islamiste. Ces provinces orientales, Ogaden et Oromo, sont peuplées de musulmans. Il y a aussi la volonté d'isoler l'Érythrée dans la région. Pour cela, il faut contrôler l'émergence de tout gouvernement somalien pouvant entretenir de bonnes relations avec l'Érythrée. Or, ces tribunaux islamiques somaliens sont soutenus par l'Érythrée. Il y a aussi des facteurs internes, car le régime du Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, veut faire oublier aux Éthiopiens son autoritarisme. Il a procédé à une épuration à son profit et a fait emprisonner l'opposition parlementaire. Et puis il y a aussi des facteurs internationaux. Addis Abeba peut maintenant agiter la menace du terrorisme islamiste, puisque depuis le 11 septembre 2001, la Somalie est soupçonnée d'héberger des représentants d'Al-Qaïda, responsables des attentats contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998. Donc, après un soutien massif de la CIA à certains groupes, après un déploiement militaire, notamment à Djibouti, les États-Unis veulent agir maintenant via l'Éthiopie. Donc ils ont soutenu l'intervention éthiopienne en Somalie contre les tribunaux islamiques, faisant une fois encore la confusion entre djihadisme et islamisme. Alors c'est bien la coïncidence d'intérêts entre l'agenda global américain et les intérêts locaux éthiopiens qui sert de justification à cette intervention. Or, elle ne contribue pas au règlement de la crise somalienne. Cette opération militaire pourrait aggraver les tensions qui sont déjà fortes avec l'Érythrée. Le régime éthiopien est fragile et il pourrait intervenir en Érythrée en croyant bénéficier d'un accord des Américains. Et puis les États-Unis, une fois encore, soutiennent une intervention militaire dans un pays musulman en s'appuyant sur un allié qui est perçu par l'opinion publique musulmane comme un allié chrétien.